précisément appelée la dématérialisation des ressources humaines. Okay. Alors, dématérialisation des ressources humaines, voilà. Je me présente, je suis Idrissa Tembeli, consultant, chef de projet, responsable technique du PME, du pôle PME chez Osiris. Donc, j'ai en charge, n'est-ce pas, de vous faire la présentation de ce module complémentaire à la Sage Pay et RH. OK. Alors, dans le souci de faire de la digitalisation de nos processus RH un atout pour l'employeur, alors, l'enjeu de la marque employeur dépasse le périmètre du recrutement pour concerner l'ensemble des processus RH. C'est pourquoi, soutenu par l'exemplarité des managers, la fonction RH est le premier garant de l'attractivité de la marque employeur de l'entreprise. La marque employeur constitue en quelque sorte la bannière du bien-être au travail qui réconcilie, n'est-ce pas, les promesses faites aux futurs embauchés avec la réalité du quotidien des collaborateurs en poste. Ça, c'est une présentation de façon générale. Alors, pour développer cet engagement des collaborateurs, le responsable des ressources humaines dispose de leviers puissants avec les outils de dématérialisation des processus RH. En effet, ces outils vont contribuer, n'est-ce pas, fortement à l'autonomisation des collaborateurs et à accélérer les interactions, favorisant, n'est-ce pas, l'organisation collective. Alors, la digitalisation des processus RH s'inscrit pleinement dans cette perspective. Alors, c'est quoi cette dématérialisation des bulletins? Dématérialisation RH. Alors, c'est un module, comme je l'ai dit, complémentaire à SagePay qui permet déjà, dans un premier temps, le module le plus basique, c'est la dématérialisation des bulletins de paie, c'est-à-dire l'envoi des bulletins de paie après la paie, n'est-ce pas, dans un coffre-fort qui va permettre, n'est-ce pas, aux salariés de se connecter à ce coffre-fort-là afin de récupérer les bulletins, avec bien entendu une notification à chaque dépôt de bulletin dans le coffre-fort. Ensuite, alors, nous avons le deuxième module rattaché, n'est-ce pas, à cette dématérialisation des bulletins de paie. On a le coffre-fort de l'entreprise à partir duquel l'employeur aura lui-même la possibilité de stocker ses données, ses propres données. Alors, toujours, on aura également la possibilité de faire ce qu'on appelle une distribution des documents RH, c'est-à-dire en plus de faire parvenir les bulletins de paie de façon dématérialisée dans le coffre-fort, dans le coffre-fort, on aura également la possibilité de distribuer des documents RH. Qui parle de documents RH, parle de contrat de travail, parle d'attestation de congé, parle d'attestation, n'est-ce pas, de travail, ainsi de suite. Et on aura aussi ce qu'on appelle la signature électronique. Bien entendu, ces documents-là pourront, n'est-ce pas, être assortis de signatures électroniques avec, bien entendu, la définition, n'est-ce pas, des personnes qui doivent signer le document. Et nous avons le troisième module auquel s'ajoute la génération, n'est-ce pas, documentaire. C'est-à-dire, nous avons la possibilité, en plus de tous ces aspects signature électronique, de générer ce qu'on appelle des documents de façon, on va dire, en forme de public postage. Et enfin, on a également la gestion des demandes RH, l'autonomisation des process. La gestion des demandes RH, le salarié ne va plus se déplacer, n'est-ce pas, de son bureau au bureau du RH afin de lui demander un duplicata de bulletin, de lui demander une attestation de travail. Depuis ce portail-là, il aura la possibilité de poser sa demande qui ira directement, n'est-ce pas, via un workflow qui sera défini au gestionnaire de paie afin que celui-ci lui dépose son document sur son coffre-fort et à partir de la notification d'email, le salarié aura la possibilité, l'opportunité, n'est-ce pas, de télécharger son document. Donc, gain de temps, gain de productivité pour les gestionnaires RH. Alors, je vais vous présenter maintenant l'interface du coffre-fort électronique salarié. Alors, quels sont ses atouts? C'est un coffre-fort électronique personnel à vie
c'est-à-dire le salarié, lorsque l'entreprise accepte ou lorsque l'entreprise valide, n'est-ce pas, l'option SDRH ou SDBP, le salarié aura de façon définitive, à vie, accès à son coffre électronique. Même s'il part de l'entreprise, il aura accès à toutes ces données. Alors, le coffre électronique, c'est 10 gigas d'espace de stockage personnel, en plus des données déposées par l'employeur sur mon coffre. J'ai également la possibilité, en tant qu'employé, de déposer mes documents personnels. Le coffre électronique, c'est également 100% gratuit pour le salarié, même après son départ, comme je l'ai dit. Alors, l'employé ni l'employeur ne débourseront aucun fonds de maintenance ou de survie, de maintenir le coffre en vie pour le salarié, même quand il part de l'entreprise. 0 franc. Alors, et enfin, le coffre, c'est le respect de la confidentialité alors des données. En ce qui concerne le salarié, il reçoit, il sécurise et il archive ses documents de sa vie professionnelle. Alors, vous avez une interface assez conviviale avec la possibilité, n'est-ce pas, d'étiqueter, de classer, de ranger vos documents que vous recevez, n'est-ce pas, dans votre coffre par étiquette. Vous avez des étiquettes de bulletins de paye. Alors, le salarié ou le collaborateur a la latitude de pouvoir personnaliser son coffre à son goût, n'est-ce pas, en classant ces documents en fonction des étiquettes que vous avez à droite, n'est-ce pas? Étiquette employeur, avenant du contrat de travail, le bulletin, ainsi de suite. Donc ça, l'employé a la possibilité, n'est-ce pas, de personnaliser son interface électronique. Alors, la gestion documentaire RH, c'est le classement, n'est-ce pas, de vos règles RH. Vos droits et habilitations sont bien déterminés. Votre organisation est bien organisée, est bien structurée. Vos contraintes juridiques sont bien gérées. Vos processus et outils métiers également, et votre politique de rétention. Alors, ça, c'est un coffre-fort, n'est-ce pas, du salarié également, où il aura la possibilité de stocker ses documents RH avec un classement assez spécifique. La signature électronique dont je parlais tout à l'heure, alors, lorsque nous avons recruté le salarié, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de lui envoyer son contrat avec une signature du gestionnaire RH ou du responsable de l'entreprise et permettant, n'est-ce pas, au salarié également de poser sa signature. Alors, c'est une signature qui est certifiée, n'est-ce pas, autoportée avec DocuSign. Alors, les contrats sont signés automatiquement, envoyés dans les coffres ou par mail. Donc, lorsque le salarié va recevoir une notification lui indiquant qu'il a un document à faire signer sur son portail. Alors, il va se connecter à ce lien et il aura accès au document. Il peut accepter de signer le document comme refuser de le signer. Lorsqu'il accepte, il aura, n'est-ce pas, une certification qui indique que le document a été effectivement certifié ou signé par le salarié en question. Alors, les contrats sont signés de façon automatique, comme je l'ai dit, et envoyés dans les coffres ou par email et dans le dossier salarié SDRH. OK? On peut également désigner l'ordre des signataires. Comme je l'ai dit, il peut y avoir plusieurs signataires sur le document. Donc, lorsque nous sommes en train de mettre en place la signature électronique, on peut définir l'ordre. Lorsque cet utilisateur finit de signer, ça passe au suivant, ainsi de suite. Et lorsque le dernier signataire valide le document, vous avez un retour par notification d'email. Et vous avez la possibilité de piloter les relances et les expirations. Alors, un document qui doit être signé peut avoir une date de validité. Il doit être signé jusqu'à 1 semaine au plus tard. Si après les 1 semaine, ce n'est pas fait, vous avez la possibilité de faire, n'est-ce pas, une relance. Alors, on a la génération documentaire, comme je l'ai dit. C'est une forme de public postage avec un modèle de contrat que nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de personnaliser en fonction de nos modèles de contrat, avec, bien entendu, la création et la publication de ces modules-là, de ces modèles documentaires et la génération automatique. Également, la gestion des signatures électroniques sur ce document et le classement.
Alors, une fois que ces documents ont été conçus, on a la possibilité, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, de générer ces documents afin que le salarié ou les salariés concernés par le document reçoivent une notification, apposent les signatures et le gestionnaire RH a un retour sur ces documents signés. Et enfin, il pourra les classer, n'est-ce pas, dans un ordre de classement qu'il aura défini préalablement. Alors, on a la gestion des demandes RH, comme je l'ai dit. Il va permettre, n'est-ce pas, d'optimiser la relation entre le RH et le salarié afin de trouver des réponses et poser des questions. Alors, on va dire simplement que le collaborateur ne sera plus un consommateur, mais il sera un consommateur acteur. C'est-à-dire, les demandes seront de plus en plus décentralisées. Il n'aura plus besoin de se déplacer. Depuis son portail de la gestion des demandes, il peut émettre une demande et via un circuit de validation, un workflow derrière, le gestionnaire RH reçoit la demande, traite la demande, fait un retour au salarié afin qu'il ait son document demandé. Donc, je l'ai dit, gain de productivité, voilà, valeur ajoutée. Et nous avons enfin le processus administratif permet de toujours dématérialiser, simplifier, piloter vos processus. Donc, vous avez la possibilité en tant qu'employeur de définir, n'est-ce pas, vos processus en interne avec, bien entendu, des documents et les règlements intérieurs, ainsi de suite. Nous allons passer sur la démo. Je vais vous présenter, n'est-ce pas, l'interface de l'application avec, bien entendu, les fonctionnalités. Alors, désolé, je vais repartager l'écran. Interface 100% SaaS. Ah, 100% SaaS. On n'a pas besoin d'être en entreprise ou au bureau pour avoir accès à cette application, à cette interface. Depuis la maison ou quel que soit l'endroit dans lequel je me retrouve dans le monde, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de me connecter, n'est-ce pas, à mon interface. Alors, comment obtenir cette interface? L'interface s'obtient d'abord, en faisant ce qu'on appelle une configuration depuis la paye pour les entreprises équipées de CHPay. Depuis cette paye-là, les emails sont définis et on fait ce qu'on appelle une synchronisation. Lorsque le site est créé, chacun des salariés recevra, n'est-ce pas, un mail l'invitant à activer, n'est-ce pas, son coffre-fort. Et c'est après activation de ce coffre-fort, en définissant l'email professionnel ou l'email personnel et le mot de passe que vous avez accès, n'est-ce pas, à cette interface de connexion à l'application. Alors, il faut noter qu'on a deux types de connexion. On a l'interface en tant que gestionnaire qui se présente de cette façon et on a l'interface en tant que collaborateur. Alors, le gestionnaire, c'est qui? Le gestionnaire RH, c'est celui qui sera amené à distribuer les bulletins dans les coffres forts, à déposer des documents RH sur le coffre fort des salariés. Donc, il a en griffe un rôle, n'est-ce pas, d'administrateur de la plateforme en d'autres termes. Et nous avons, en plus de cette interface, l'interface utilisateur qui se présente sous vos yeux. Vous l'avez là. Alors, cette interface-là a deux niveaux de sécurité qu'il faille définir. Lors de la connexion, vous allez voir, lorsque je définis mon adresse email et mon mot de passe à la connexion, il me demande, il m'enverra un message en SMS me demandant de renseigner le code qu'il m'a transmis afin de pouvoir avoir accès à ma plateforme. Donc, ça voudrait dire que si quelqu'un se connecte à votre poste et qu'il essaie d'accéder à l'application sans votre consentement, il ne pourra pas. Parce que le deuxième niveau, ce n'est que vous seulement qui recevez le mot de passe afin de pouvoir le rentrer. Donc, l'interface gestionnaire, je me connecte. Alors, lorsque chacun va recevoir le mot de passe pour activer son coffre-fort, vous allez avoir ici la liste. Le gestionnaire aura la liste de tous les salariés
présents et les salariés partis. Donc, ça veut dire que lorsque le salarié est parti, je le déclare dans SagePay et après chaque paye, à la distribution ou à l'envoi des bulletins sur le portail électronique, je fais ce que j'appelle une synchronisation. Donc, la synchronisation consistera à créer des nouveaux salariés qui ont été créés dans SagePay et à faire des mises à jour pour des données, n'est-ce pas, qui ont été saisies à la paye N-1. Donc, vous avez sous les yeux ici tous les salariés qui n'ont pas encore activé leur coffre-fort. Nous avons l'intitulé coffre-fort inactif. Vous avez le collaborateur Tembeli qui a activé son coffre-fort. Donc, après l'activation de ce coffre-fort-là, Tembeli a accès à sa plateforme qui est là, qu'on appelle collaborateur. On y reviendra tout à l'heure. Alors, l'interface du module SDRH vous présente à gauche l'utilisateur ou le gestionnaire connecté, n'est-ce pas? Vous avez une interface accueil où vous avez la possibilité ici, chaque fois que vous faites une action, vous aurez, n'est-ce pas, une note pour vous indiquer que vous avez validé des documents ou vous avez déposé des documents. Et vous avez la liste de tous vos salariés depuis la paye. On peut également ajouter des salariés depuis Sage Dématérialisation. Vous avez l'onglet qui vous permet, n'est-ce pas, de déposer des documents salariés, des documents entreprises. Vous avez également la possibilité, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle un espace de partage. Et on a ensuite, n'est-ce pas, la fonction distribution. Alors, c'est à partir de cette fonction-là que nous allons distribuer les bulletins de paye. OK? Donc, depuis la paye, le gestionnaire de paye, lorsqu'il finit de traiter la paye, à la réunion que lorsqu'il finit de faire la paye, il va faire ce qu'on appelle un envoi des bulletins sur le portail. Alors, je vais rapidement présenter. Petite opération, là. Voilà. Je vais vous indiquer. Alors, lorsque le traitement de la paye est terminé, le gestionnaire de paye, il doit faire ce qu'on appelle un envoi des bulletins sur le portail afin de pouvoir faire la distribution dans le coffre de tous les salariés. Alors, à l'édition des bulletins, il va faire ce qu'on appelle, il va cocher des options. Alors, ces deux options sont très importantes. Voilà. Nous l'avons en grisé simplement parce que le module n'est pas actif sur notre bulletin, mais sur notre paye, mais c'est pour vous indiquer ce qu'il y a à faire. Vous avez SDRH, SDBP. En fonction du module dont vous avez souscrit, vous allez cocher la partie envoi des bulletins et vous allez cocher également coffre-fort salarié. Ce n'est qu'après ce traitement-là que le gestionnaire RH, lorsqu'il va se connecter à sa plateforme dématérialisée, il aura sous les yeux, n'est-ce pas, une tuile l'indiquant qu'il a un projet de distribution à faire. Donc, le projet de distribution des bulletins obéit, n'est-ce pas, à un processus. Il va faire ce qu'on appelle d'abord, ce qu'on appelle une validation. Voilà, je vais rentrer dedans. Voilà. Il va valider, n'est-ce pas, ce projet de distribution. Ensuite, après la validation, le système va se charger, n'est-ce pas, de déposer les bulletins dans les coffres forts de chaque salarié. Et les minutes qui suivent, automatiquement, chaque salarié reçoit une notification lui indiquant que son bulletin a été déposé, n'est-ce pas, sur son coffre fort, avec un lien qu'il va recevoir. Et ce lien-là va lui permettre, n'est-ce pas, de se connecter à son coffre fort et de télécharger, n'est-ce pas, son bulletin. Je vais faire un exemple, si ça ne va pas nous prendre trop de temps, de dépôt de documents sur mon coffre fort. Voilà. Je vais déposer un document salarié. Je vais aller chercher le document très rapidement. Voilà.
Voilà, je prends ça, le certificat de formation. Voilà, il va charger. Alors, après, je vais le classer, n'est-ce pas, dans un document que je vais appeler certificat, voilà, formation. Je vais, n'est-ce pas, choisir un salarié au moins. Excusez-moi. Voilà, rapidement. Voilà. OK. Type de document administratif. Alors, c'est le salarié Tembeli qui va recevoir le document. Voilà. Voilà. Le titre du document. Alors, je lui envoie à la date. Là. Voilà, je dépose. Voilà. Et je continue. Voilà. Donc, j'ai cette notification-là m'indiquant que le document certificat administratif, n'est-ce pas, a été déposé. Mais où? A été déposé sur le portail du salarié Tembeli. Alors, tout de suite, le salarié Tembeli va recevoir une notification, n'est-ce pas, lui indiquant qu'il a un document qui a été déposé sur son coffre-fort électronique. OK, juste patienter que le mail descende. D'ici là, on va continuer la présentation. Alors, lorsque le document a été déposé sur le coffre-fort du salarié, il va recevoir, comme je l'ai dit, une notification lui indiquant qu'il a un document qui a été déposé, n'est-ce pas, sur son coffre-fort. Okay. On va juste patienter. Alors, le mail de dépôt va se présenter comment? Il va se présenter de cette façon. Je vais vous indiquer, voilà, voilà. Partage, net. Donc, le salarié va recevoir ce mail venant de MyPeopleDoc, lui indiquant qu'il a reçu un document administratif sur son portail. Bonjour Idrissa Tembeli, vous avez reçu un document sur MyPeopleDoc, certificat, le nom du document. Cliquez pour accéder au document. Alors, soit je clique directement sur cet onglet, c'est-à-dire sur ce lien, ça va me donner la possibilité, n'est-ce pas, d'être connecté à ma plateforme qui se trouve là. Ma plateforme en tant que collaborateur. Je renseigne mon adresse email. Comme je l'ai dit, ça peut être le professionnel, ça peut être l'adresse personnelle. J'ai défini déjà mon mot de passe. Alors, j'ai défini cela lorsque j'ai activé mon compte, n'est-ce pas, sur le portail. Donc, lorsque la synchronisation se fera, comme je l'ai dit, chacun sera invité à aller activer son coffre-fort. OK? Il va recevoir ce type de mail lui indiquant qu'il doit aller activer son coffre-fort. Voilà. Juste vous montrer le modèle de mail. Voilà. Il va recevoir un coffre-fort, un message de ce type. Voilà. Chacun recevra après la configuration, la synchro, ce mail-là, lui indiquant, n'est-ce pas, l'invitant à aller activer son coffre-fort. Donc, en cliquant sur le lien juste en dessous, vous allez suivre la procédure. Il va vous demander de définir votre adresse email professionnelle ou personnelle et il va vous demander ensuite de définir votre mot de passe. Et c'est après d'avoir défini, n'est-ce pas, cet email, cette adresse, n'est-ce pas, et le mot de passe que vous avez accès à cette plateforme-là. Alors, j'ai reçu un document, je vais me connecter. Voilà. Je demande juste, voilà, tout ça, c'est des critères de, n'est-ce pas, de sécurité. OK, je valide. Voilà. Ensuite, il m'envoie un message. Malheureusement, le message n'est pas visible depuis chez vous. Je l'ai sur mon téléphone. Il m'indique
de renseigner, n'est-ce pas, un code afin de pouvoir me connecter à ma plateforme. Donc, le code qu'il m'envoie, c'est le 90 56 04. Je fais OK, il vérifie. Voilà, il s'assure qu'effectivement, c'est le salarié Idrissa Tembeli. Alors, lorsque je me connecte à ma plateforme, tout à l'heure, c'est l'interface que je vous indiquais. J'ai la possibilité ici, en termes d'étiquette, de, n'est-ce pas, classer mes documents que je reçois par étiquette. Je peux faire un classement par bulletin, un classement par contrat, en fonction des documents que je reçois, et télécharger. Lorsque je reçois ce document, j'ai la possibilité de le télécharger directement. Il tarde à descendre. OK, pas bien grave. Voilà. Donc, je peux, comme je l'ai dit, déposer d'autres documents, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec les documents déposés par mon, n'est-ce pas, mon employeur. Voilà, en faisant un clic, voilà, je vais aller chercher, voilà, un document, voilà, que je télécharge et le document se trouve sur mon portail. Alors, ce document, je peux le partager avec mon banquier. Si j'ai des bulletins pour une demande de prêt ou d'autres documents que je vais partager avec d'autres personnes, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de faire le partage avec cette personne-là depuis ma plateforme Sage dématérialisation des bulletins. Et enfin, alors, il faut définir la signature. Pour définir la signature, il y a toute une procédure à respecter. Faire signer un document, voilà. Soit c'est un document salarié avec signature entreprise ou un document salarié et signature employeur. On choisit les différentes procédures et on va choisir le document à faire signer. Et après la signature, le salarié ou le collaborateur à qui le document doit être transféré afin que ce dernier-là reçoive sa notification, se connecte et signe le document et l'envoie à son tour au gestionnaire RH. Alors, voilà. Je vais vous indiquer le mail que vous allez recevoir lorsqu'on vous dépose un document à faire signer. Le mail va se présenter de cette façon. Okay. Vous aurez ce mail. Alors, le document à faire signer pour moi, c'est le certificat administratif formation à signer avant le 22 novembre. Bonjour, merci de visionner et signer le document certificat administratif formation à l'adresse suivante. On va essayer. Je vais cliquer sur le lien. Alors, il va voilà, la signature est invalide parce qu'elle a été déjà signée bien avant la date. Alors, il va m'envoyer sur cette interface-là en me présentant le document à signer avec, bien entendu, deux indications juste en dessous. J'ai lu et j'accepte ou je refuse de signer. Quand je coche l'option « J'ai lu et j'accepte », le document est signé automatiquement. Et vous avez, n'est-ce pas, un retour vous indiquant que votre document signé a été déposé sur votre plateforme, c'est-à-dire votre portail, afin de pouvoir le récupérer. Alors, au-delà de tous ces aspects, qu'est-ce qu'on y gagne à partir de Sage dématérialisation, n'est-ce pas, RH? On a une productivité assez intéressante, je l'ai dit. Voilà, je positionne en mode diapo. Voilà. Après tout ça, l'entreprise et l'employeur, les atouts qu'on a, c'est une facilitation opérationnelle de nos missions, un meilleur partage de la culture RH au sein de l'organisation, des conditions de travail en phase avec vos attentes et vos besoins, accès à distance et en télétravail, visibilité de la répartition des efforts au sein de l'équipe et on adopte le zéro papier. Ça nous fait gagner du temps. OK? Donc, je vous remercie, n'est-ce pas, pour votre attention suite à cette présentation.
nous nous prêtons maintenant à vos questions et réponses. Merci. Merci, M. Tambeli, pour cette brillante présentation. Donc, on va laisser la possibilité aux uns aux autres de poser des questions. Ça. Allô? Oui. Oui. Oui, bonjour, monsieur Tambeli, bonjour, monsieur Koulibaly. J'ai juste une question. Est-ce que on peut s'imaginer que l'historique des utilisateurs, enfin des salariés, peut venir par rapport au fait qu'on a le duplicateur des bulletins qui sont stockés dans la paye? Est-ce qu'on peut imaginer que les bulletins peuvent être régénérés et resynchronisés pour être disponibles dans le coffre-fort? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est de savoir quelle est la durée de vie, le cycle de vie de ce coffre-fort. Est-ce que quand le salarié n'est plus présent dans l'entreprise, il bénéficie toujours de ce coffre-fort ou dès qu'il sort de l'entreprise, le coffre-fort se désactive? Voilà mes deux questions. Merci, M. Cabran, pour ces deux brillantes questions. Voilà. Alors, en ce qui concerne la première question, alors je vais répondre que oui, on a la possibilité, n'est-ce pas, de récupérer l'historique des salariés à travers les bulletins, bien entendu, et déposer sur le coffre-fort. Alors, le traitement se fait en deux phases. Soit nous, en tant que gestionnaires, nous nous chargeons de déposer les historiques, parce que ce qu'il faut savoir, lorsque je configure le système, on va dire au 1er novembre, ce sont les bulletins du mois de novembre qui seront envoyés en premier. Tout de suite, ils ne récupèrent pas les historiques. Les historiques sont ensuite chargés, n'est-ce pas, sur le portail pour que le gestionnaire RH puisse les redistribuer, n'est-ce pas, aux différents salariés, avec bien entendu le concours de l'éditeur. Ça, c'est en ce qui concerne la première question. La deuxième question, en ce qui concerne le départ du salarié, est-ce que le coffre-fort est actif ou pas? Tout à l'heure dans la présentation, j'ai précisé que c'est un coffre-fort qui est à vie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je sors de l'entité. J'étais dans l'entité depuis, je prends un exemple, depuis le 1er décembre 2012. Et depuis le 1er décembre 2012, le coffre-fort ou la SDBP ou la SDRH est configuré chez nous. Donc, j'aurai dans un premier temps les bulletins du 1er décembre à ce jour dans mon coffre-fort. J'ai été déclaré sorti de la paye. La synchronisation a été faite et sur le portail, j'ai été également déclaré parmi les salariés partis. Mais cela ne fait pas en sorte que je n'ai plus accès à mon coffre-fort. Non, j'ai toujours accès à mon coffre-fort parce que c'est un coffre-fort à vie. J'espère avoir répondu aux deux questions. Oui, mais je rebondis dessus pour savoir, c'est un coffre à vie. Vraiment, il y a des frais d'entretien, du serveur et tout ça. Est-ce que c'est parce que l'entreprise qui a souscrit à cette offre existe toujours, que le coffre est toujours actif, ou quelle que soit la situation qui se présente, le coffre reste à vie? Il reste à vie. Alors, je peux répondre à cette question. Commercialement, je peux répondre à cette question. Okay, merci beaucoup, M. Cabran, pour votre question. Dès que le salarié active son coffre-fort, le coffre reste à vie. Donc, même s'il n'est plus dans l'entreprise, il a toujours droit à son coffre-fort. Mais ce qu'il ne pourra plus avoir, c'est qu'il ne pourra plus avoir des nouveaux documents dans ce coffre. Il ne pourra plus faire les partages. Ça veut dire quoi? S'il a quitté votre entreprise en fin 2023, toutes les données qu'il avait reçues jusqu'en 2023 restent là, il peut les consulter à tout moment. Mais il ne pourra pas avoir les données en 2024 dessus. Pour avoir les données en 2024, il va sans dire qu'il faut payer comme ce que vous payez d'habitude, le DUA ou en tout cas la souscription qui permet de pouvoir faire vivre ce coffre-là au fur et à mesure des années. Voilà un peu comment ça fonctionne commercialement parlant.
mais vous n'avez pas répondu réellement à ma question. Alors, M. Cabral, Est-ce que c'est parce ajouter, que... Voilà. je vais ajouter à ce que M. Coulibaly a dit. Alors, en fait, ces bulletins-là, si vous voulez, d'abord, c'est pas parce que l'élément qui a permis à ce que le salarié ait accès au coffre-fort, c'est l'employeur, mais la survie ou la durée de vie de l'employeur n'est pas liée à la durée de vie du coffre-fort d'un salarié qui est parti de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ces documents-là sont stockés à une entité qu'ils appellent la caisse de dépôt et de consignation des documents. Et ces documents ont une durée de vie illimitée. Donc, même si l'employeur n'existe plus, le fait que ce document soit consigné à la caisse, le salarié a toujours accès à ces documents. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que l'employeur n'est plus là qu'il n'aura pas accès à ces documents, non. Oui, allô? Allô? Oui? Allô? Bonjour, Oui, Camille. Idriss. Bonjour, Oui, Camille. je vais poser une question un peu technique là. Ok, Est-ce allez-y. que c'est possible que dans le coffre, on puisse avoir deux bases de données? Je prends un cas simple. Souvent, on a une base de paye Carena et puis une base de paye qui est historisée. Est-ce que dans le coffre, c'est possible de récupérer ces deux bases de telle sorte que le salarié puisse avoir tout son historique? Ok, merci pour la question. Alors, je réponds que oui. Alors, tout se passe au niveau de la configuration de l'application. La configuration de l'application, ça voudrait dire la création du site. Le site, en réalité, qui constitue la base de données. Pour les entreprises qui ont plusieurs bases de données, la configuration se fera en divers sites. Cette possibilité-là existe, de sorte qu'on ait le site 1 qui correspond à X, le site 2 qui correspond à Y, et tous ces sites-là auront chacun leurs salariés qui n'ont rien à voir avec d'autres sites. Et la gestion se fera de façon fluide, de façon sécurisée. Donc, c'est possible. Vous permettez? Oui. Alors, bonjour. Je vous remercie pour la présentation. Et je voulais rebondir un peu sur la préoccupation, enfin, les deux précédentes préoccupations qui ont été posées concernant le coffre-fort. Alors, j'ai bien compris que le coffre-fort, il était, on va dire, à durée indéterminée, à vie. C'est ça. Maintenant, la question que je me pose, par exemple, on a un salarié X qui est dans une entreprise actuelle. Il part de cette entreprise, il conserve quand même son coffre-fort. Il rejoint une autre entreprise qui aussi a souscrit à l'option de dématérialisation. Est-ce qu'il lui sera attribué de nouveau un autre coffre-fort qui n'a rien à voir avec le coffre-fort précédent qu'il avait, ou bien il y a cette possibilité de synchroniser, c'est-à-dire un peu comme le numéro CNPS qui est un numéro unique et qui vous suit partout en fait, dans votre carrière. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, ou bien il aura autant de coffres-forts que d'entreprises qui sera dans le processus de dématérialisation? Très belle question. Merci, Mme Kwasi. Alors, c'est simple. Le salarié qui est dans une entité où il a un coffre-fort, c'est-à-dire la SDRH a été déployé, il a ce coffre-fort-là, et il part dans une autre entité qui a également SDRH ou SDBP. Il a le choix. Il a la possibilité de conserver le coffre-fort qu'il a eu avec l'entité de laquelle il est parti, en précisant à l'employeur, au nouvel employeur, que j'ai un coffre-fort que je peux utiliser. Le système permet d'utiliser son coffre-fort avec lequel il est venu de son ancien employeur. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, il peut dire, bon, OK, c'est vrai, j'ai un coffre-fort, mais je souhaiterais que vous me créez un autre coffre-fort. Qu'est-ce qui va se passer pour ce salarié? Il aura deux coffres-forts.
Le premier coffre-fort avec l'employeur X, le deuxième coffre-fort avec l'employeur Y. Le premier coffre-fort avec l'employeur X, il n'aura que les historiques de son employeur X. Le deuxième coffre-fort avec l'employeur Y, il va avoir les documents et éventuellement les historiques de l'employeur Y. Donc, il aura deux coffres-forts. Soit s'il décide d'uniformiser, c'est-à-dire de garder son coffre-fort de l'employeur X chez l'employeur Y, en ce moment-là, la date à laquelle il a commencé avec l'employeur Y, lorsque ces documents seront déposés sur le coffre-fort, il aura accès à ces coffres-forts, à ces documents sans problème. Donc, il aura l'historique de l'employeur YX jusqu'à une date donnée et il aura également les documents et éventuellement l'historique de l'employeur Y depuis qu'il a commencé chez cet employeur. Donc, c'est possible. Nous avons été confrontés à un cas. Dernièrement, nous avons configuré chez un de nos clients. Et effectivement, il y a un collaborateur qui avait déjà un coffre-fort. Je ne le savais pas. Lorsque j'étais en train de faire de l'assistance avec le collaborateur en question pour qu'il active son coffre-fort, elle m'a fait savoir qu'elle a un coffre-fort. Puis elle dit, ah bon, ok, vous l'avez où? Elle m'a dit non, elle était en France. Donc, elle avait un employeur qui avait, n'est-ce pas, souscrit à ce coffre-fort. Je lui ai dit, ben, ça tombe bien, on peut conserver ce même coffre-fort-là. Elle-même, elle a décidé de dire, non, je préfère que vous me créez un nouveau coffre-fort. Donc, c'est possible. Merci. Oui. Merci beaucoup. Eh, c'était où? C'est ça, non? Allô? C'est ça? Allô? Oui. Ici? Oui, Tambeli, oui, désolé de rebondir sur la question de Mme Kwasi. Okay. Alors, quand tu dis que la personne peut conserver son coffre-fort, pardon. Le problème, il y a deux situations qui se présentent à moi. La personne, quand elle quitte l'entreprise, elle perd son adresse mail et que l'adresse mail se désactive, son compte se désactive systématiquement dans sa précédente entreprise. Et elle part maintenant dans une nouvelle entreprise. On va créer une nouvelle adresse mail. Bon, est-ce qu'il est possible de modifier les paramètres du coffre-fort pour, comment on appelle ça déjà, mettre les nouveaux paramètres de la nouvelle entreprise? OK. Alors, OK. D'accord. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a deux niveaux. Il y a le mail professionnel qui est renseigné sur le salarié depuis la paye, qui va permettre de faire ce qu'on appelle une synchronisation, c'est-à-dire activer le coffre-fort. Lors de l'activation du coffre-fort, le système va vous recommander, je dis bien recommander, d'utiliser un compte personnel, justement pour pallier à ces cas. Parce qu'il va arriver un moment où, s'il part de l'entreprise X, son adresse professionnelle est fermée. Il ne peut plus avoir accès à cette adresse. Donc, c'est le mail personnel qui est recommandé à la création, n'est-ce pas, à l'activation de votre coffre-fort, qui est vivement recommandé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le mail pro, mais il y a des limites à ce niveau. Le jour où tu pars que c'est fermé, ça sera difficile que tu aies accès à ton coffre-fort. Y a-t-il d'autres questions? Je pense avoir répondu, M. Cabon. Question. Oui, je pense que ça va. Oui, je pense que ça va. On en parlera plus tard. OK, d'accord. M. Ngadi qui veut poser une question. Tu as levé la main, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, parlant de mail pro et de mail personnel, je trouve que c'est un peu dangereux. Si tant est qu'on veut avoir accès à ce coffre-fort tout le temps et qu'il est lié à un mail professionnel, quand on part de là, on n'a plus accès, c'est compliqué. Est-ce que dans le cas où on fait une synchro entre les deux mails, c'est-à-dire un mail professionnel et puis un mail personnel, est-ce que c'est pas mieux? C'est-à-dire on fait une synchro
Et donc, tous les mails qu'on reçoit, par exemple, dans le mail pro, se déversent dans le mail personnel pour que, en bout de chaîne, si jamais on vient à partir, on puisse avoir accès facilement à son coffre-fort. Oui, mais le souci avec ça, c'est que j'active le coffre-fort avec quel mail? C'est lui qui reçoit les données. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est lui qui reçoit les données. Justement, c'est pourquoi j'ai posé la question. Je dis que si on fait la synchro, est-ce que on ne peut pas avoir ça sur son mail personnel? Soit, voilà les deux cas. Dans le premier cas, puisque c'est une politique de l'entreprise, c'est ça. Parce que c'est l'entreprise qui dira, moi, j'active les coffres sur les mails professionnels. Ou bien c'est l'individu qui va et qui dit aux ressources humaines, activer mon coffre sur tel ou tel mail. Alors, nous, dans la mise en œuvre, nous exposons les cas. Et en fonction des exposés, l'entreprise, c'est vrai, a son mot à dire. Voilà, fait son choix. Mais on recommande ce que le système nous permet de faire, ce qui est périn. Donc, on recommande et après, l'entreprise fait son choix. Ah, ok. Voilà. Ok, c'est compris, c'est compris. Parce que c'est quand même délicat. Ok, merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Un problème de connexion. Allô? Monsieur Koulibaly. Oui. Allô? Oui, allô? Ah, allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Cissé de la Chambre du commerce. OK. Voilà. En tout cas, je vous remercie déjà pour la présentation. Ça fait vraiment longtemps qu'on attend ce type d'outil-là. Parce que quand on voit les bulletins qui se promènent à gauche, à droite, franchement, en entreprise, franchement, merci de l'avoir vraiment réfléchi et trouvé la solution. Mais n'empêche, je m'inquiète parce que ça m'amène à m'inquiéter un tout petit peu quand même. Parce que c'est le NTIC, hein. Là, j'ai constaté que quand vous voulez mettre le bulletin sur comment vous appelez là? Le coffre-fort. Le coffre-fort, voilà, le coffre-fort. Vous sélectionnez le salarié. C'est ça? Oui, mais attention, attention. Vous adressez à un salarié. Oui. Non, non, c'est pas le bulletin que je voulais envoyer. Je présentais un autre document que je voulais envoyer. Oui, je sais que c'est un document, c'est juste un exemple que vous avez pris. Vous avez pris un fichier, n'importe quel fichier pour envoyer. Mais je veux dire, dans la démarche de transmission dans le coffre-fort, OK, vous avez sélectionné dans la paye là, le salarié, c'est pas ça, son adresse. C'est ça, c'est ça. Voilà. Est-ce que, au cas où on se trompait, vous savez, on est des humains, hein, on peut dire, bon, je sélectionne M. Cissé. Bon, il y a beaucoup de Cissé, hein. Moi, je suis Cissé Moritier, et puis bon, peut-être il y a un Cissé Namori, je dis n'importe quoi. Et puis, au lieu de prendre Moritier, le gars de la paye, là, il prend Namori, et puis bon, il balance mon bulletin dans son confort. Effectivement. Ouais, tout à fait. Est-ce que ce genre de choses-là, vraiment, vous avez peut-être essayé de regarder un peu. D'accord. Vraiment, éviter vraiment au maximum. Parce que moi, vraiment, c'est l'informatique. Hein. C'est quelqu'un qui manipule aussi. Donc, bon, je m'interroge. Alors, ça, je vous rassure déjà qu'il y a une option. Oui. Comme je vous l'ai dit, l'élément n'est pas activé sur moi, ma paye. Sinon, je vous l'aurais montré. Il y a l'option de distribution que j'ai présentée. C'est-à-dire, en plus du bulletin, j'ai la possibilité de distribuer d'autres documents. Alors, lors de la distribution, quand on fait la synchronisation, c'est pourquoi c'est important. Qu'est-ce que le système va faire? Il va créer ce qu'on appelle un identifiant unique. D'accord. De sorte que, si je récupère une information de M. Cissé que je dois envoyer par erreur, on va dire ça comme ça, à M. Koulibaly, le système va le rejeter. Parce qu'en plus de l'identifiant, il va regarder le nom.
S'il se rend compte que le nom est différent, c'est-à-dire le nom associé à l'identifiant est différent du nom auquel je veux envoyer, il ne va pas envoyer le document. Voilà, ça c'est à partir de l'option distribution. Maintenant, après, de façon manuelle, ça c'est ce que je faisais. C'est vrai que l'erreur est humaine, mais bon, c'est de trouver des garde-fous afin que... Mais cette option-là ne sera pas assez utilisée par vous. C'est ça. Voilà, cette option manuelle-là ne sera pas utilisée. C'est ça l'objectif. C'est voilà. ça. C'est de gagner du temps. Parce que imaginez-vous que je ne suis pas au bureau et que je dois envoyer un document. Si je ne l'ai pas en distribution, je ne peux pas envoyer le document. Donc ça, c'est juste comme la configuration n'est pas faite chez moi, que j'ai essayé de faire ça à la main. Voilà. Sinon, voilà. D'accord. Si ce volet-là, oui. Mais bon, merci pour la réponse. Mais en même temps, il y a une question qui me trottine. D'accord, allez-y. Si, moi, je suis à la Chambre de commerce. On est pratiquement 400, plus de 400, je dirais. 400 employés. Bon, si le gars de la paye doit envoyer 400 postes, je veux dire 400 envois de façon individuelle, j'imagine le temps que ça va mettre. Non, il ne le fait pas de façon individuelle. Oui, allez-y. Les bulletins ne sont pas distribués de façon individuelle. C'est-à-dire, je veux dire de façon manuelle. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre salarié par salarié, aller envoyer son bulletin. Sinon, l'outil n'aurait pas de sens. On va continuer dans notre méthode manuelle. Qu'est-ce qui va se passer? Lors de la présentation, j'ai indiqué que le gestionnaire de paye, quand il finit, il va transférer les bulletins sur le portail. D'accord, ok. Il transfère les bulletins. En cochant, j'ai indiqué deux champs à cocher. Le coffre salarié et l'envoi des bulletins. Donc, c'est ce bulletin-là qui va se positionner sur la plateforme. Lorsque le gestionnaire de paye va se connecter à sa plateforme, il va avoir un signe lui indiquant qu'il a un projet de distribution. D'accord. Donc, lui, qu'est-ce qu'il aura à faire en tant que gestionnaire? Il va juste, comme je l'ai dit, il y a des étapes. Il va juste valider le projet de distribution, bien entendu en consultant, s'assurant qu'effectivement le document est bien là. Un petit contrôle avant. Ensuite, il va valider ce projet-là. Et lorsqu'il valide le projet, en ce moment-là, le système se charge de le distribuer dans le coffre de chaque salarié. Donc là, il n'y a pas d'intervention manuelle, il n'y a pas d'intervention humaine qui puisse aller choisir le salarié. Non. Parce que le système le sait. Il connaît, comme je l'ai dit, à partir de l'identifiant et du nom, il sait le bulletin attribué à tel salarié. À tel salarié. Il le sait. Voilà. Donc, c'est lui qui se charge de le faire de façon automatique. Imaginez que vous êtes 400. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer 800. Mais en réalité, les 800, il n'envoie pas 2 bulletins dans le coffre de chaque salarié. Il envoie un bulletin dans le coffre du salarié et il conserve un bulletin dans le coffre employeur. Ok. Donc, c'est ce qu'il fait. D'accord, ok. Voilà, il envoie toujours 2 fois. Si vous êtes 400, il va envoyer 800. Si vous êtes 10, il va envoyer 20. Mais il envoie un chez le salarié et un dans le coffre employeur. D'accord. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Koulibaly, vous avez quelque chose à ajouter sur l'aspect... Oui, j'ai une question, si vous permettez. Okay, allez-y. Allez-y. Oui, allez-y. Alors, en fait, l'outil tel que présenté, c'est un outil formidable qui représente un énorme gain de temps et de productivité, je veux dire, pour le gestionnaire. Mais après, moi, la question que je me pose, c'est au niveau de la sécurité des données. Parce que je pense que l'hésitation peut-être des employeurs à aller vers de tels outils pourrait se poser à ce niveau-là. Parce que c'est des données quand même sensibles. Et aller dans un processus de dématérialisation, je pense que ça pose aussi la question de la sécurité des données qu'on accepte de dématérialiser ainsi. Donc, j'en profite pour vous poser la question. Moi, si je souscris par exemple à une telle offre, j'ai mes données qui sont dématérialisées, j'ai cette circulation de données-là. Quelle garantie de sécurité
sécurité j'ai par rapport aux données de... OK. Merci, Madame Kouassi. Alors, la première garantie, comme je l'ai dit, c'est au niveau même de la configuration de la plateforme. Malheureusement, comme j'ai pas le... comment on appelle ça? J'ai pas les clés, sinon je vous aurais présenté ça. Alors, la première garantie, c'est la configuration. C'est ce que j'ai dit. Chaque salarié a un identifiant unique qui est généré par le système après lors de la synchronisation. Si je prends Madame Kouassi, j'ai son mail, j'ai un identifiant qui ne concerne que Madame Kofi. Ça, c'est un élément. Cet identifiant-là n'est pas modifiable tant que je n'ai pas le compte administrateur. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est déjà même au niveau de la connexion à son portail. Je l'ai dit tantôt. Lorsque vous allez activer le portail, le système, dans l'idée, n'est-ce pas, de sécuriser davantage le portail, va vous demander de définir votre numéro de téléphone. Il va vous le demander. Lorsque vous définissez le numéro de téléphone, il va valider, n'est-ce pas, la création de votre coffre-fort. Qu'est-ce qui va se passer à la connexion en tant que collaborateur? C'est valable pour le gestionnaire HOC. En tant que collaborateur, lorsque vous êtes en train de vous connecter à votre plateforme, vous allez rentrer, bien entendu, votre nom d'utilisateur ou votre mail, votre mot de passe que vous aurez défini, vous allez valider. Mais vous n'avez pas accès directement à votre portail. Vous-même, votre propre portail, vous n'avez pas accès directement. Le deuxième niveau de sécurité arrive. Il vous dit, je vous ai envoyé un SMS sur votre numéro de téléphone que vous m'avez déclaré lorsque vous êtes en train d'activer. Pour avoir accès à votre coffre-fort, renseignez ce numéro de téléphone. Donc, il va sans dire que si quelqu'un par mégarde passe sur mon poste et il essaie de se connecter, il ne pourra pas, puisqu'il n'a pas mon numéro. Il ne pourra pas avoir accès. Donc, voilà ce que je peux dire sur ces deux éléments en rapport avec la sécurité du système. En fait, ça, c'est la sécurité, on va dire, d'entrée. Mais je veux dire, les données qui sont stockées sur les différents coffres, que ce soit le coffre personnel du collaborateur ou bien le coffre employeur, ces données-là, quelle garantie de sécurité il y a derrière? Est-ce que, bon, je ne sais pas, je dirais peut-être terre à terre, est-ce que, bon, quelle garantie de sécurité le souscripteur, en fait, peut avoir in fine par rapport à ces données qui sont stockées là, en fait? D'accord. Ce que je veux dire déjà, pour l'employeur, tant que je n'ai pas les accès gestionnaires de paye, je n'ai pas accès au coffre employeur. Ça, c'est un élément. Je vais y arriver. Pour l'utilisateur ou le collaborateur, tant que je n'ai pas accès à son mot de passe, je n'aurai pas accès à son coffre-fort. Ça, c'est un élément. Et comme je le disais tantôt, les bulletins, en réalité, ce qui fait que le coffre-fort devient à vie pour le salarié, ils sont consignés, n'est-ce pas, dans une caisse de dépôt et de consignation. D'accord. Voilà. Donc, c'est qu'à tout moment, si vous avez besoin de vos éléments. Cette caisse-là, elle est où, en fait? Bon, c'est un truc virtuel, c'est un cloud, c'est... Oh, c'est une caisse de dépôt, hein. C'est pas... Se trouve en France. Hein. D'accord, ok. Ah, c'est hébergé par l'éditeur, en fait. C'est ça. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, l'éditeur, c'est qu'il y a un partenariat avec un éditeur qu'on appelle MyPeopleDoc. D'accord. C'est un partenariat. Voilà. Donc, ces contrats ou ces garanties de sécurité sont déjà définies au niveau de l'employeur, de l'éditeur et le partenaire qui est MyPeopleDoc. Si vous regardez bien, les mails que je vous ai présentés, ça provient toujours de MyPeopleDoc. MyPeople. Voilà. Okay. Merci beaucoup. OK. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, je me présente. Moi, c'est Hippolyte Boni. Je suis chez Perseus Mining. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai deux questions. Bon, une question à deux volets. Tout
Tout à l'heure, lorsqu'on faisait, lorsque vous avez fait la présentation déjà sur SagePay, vous avez coché envoi du bulletin et puis envoi, il y avait 2 cases, et puis envoi vers un coffre. Il y avait 2 Coffre, cases. c'est ça. C'est ça. Voilà. Je pense, mais la première option, envoi du bulletin, est-ce que c'est un envoi direct vers le mail qui est renseigné dans la fiche du salarié? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est que si c'est vrai, est-ce que le mail, au cas où on se trompe, parce que souvent, lorsqu'on traite de nombreuses, de nombreuses données, on passe souvent par l'import de données et tout ça. Et supposons qu'on s'est trompé de mail. Au lieu du mail de M. Kofi, on a renseigné à la place du mail de M. Kofi, on a renseigné le mail de M. Kwadjo, par exemple, mais sur la fiche du personnel de M. Dupremier. Kofi. Voilà. Est-ce que l'ouverture du bulletin... Est-ce qu'il va envoyer le bulletin? Oui, est-ce qu'il va envoyer le bulletin? Est-ce que au cas où le bulletin arrive, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir peut-être un mot de passe renseigné pour qu'à l'ouverture, puisque, bon, X va recevoir le bulletin de Y dans son mail, par exemple, est-ce qu'il y a un système de mot de passe qui pourrait bloquer l'ouverture de ce document puisque ça ne lui est pas destiné? Voilà un peu ce que je voulais savoir. D'accord, je peux intervenir. C'est de très belles... Bon, tu peux me laisser juste... OK. OK. Alors, c'est des belles questions parce que c'est des cas que nous avons rencontrés dans la mise en œuvre. Le système va envoyer le bulletin en erreur. En d'autres termes, il ne va pas envoyer parce qu'il est embrouillé, il ne sait plus à qui appartient le bulletin. Ça va venir en erreur. Je vous prends un exemple simple que nous avons rencontré chez un client. Lorsqu'on faisait la configuration, le salarié n'était pas marié. Il avait un nom. C'était une dame même. Elle avait son nom de jeune fille. Et la synchro a été faite sur ça. Et quand comment on appelle ça, le gestionnaire de paye, après que sa situation ait changé, a voulu envoyer des bulletins sur le portail, ce jour-là, effectivement, il avait oublié de faire la synchro. Pour ce salarié-là, le bulletin n'est pas parti. C'est venu en erreur. Mais l'erreur était due à quoi? Simplement parce que quand il prend l'identifiant, le mail, le nom du salarié, il voit qu'il est différent de celui qui est dans le portail. Donc, il n'envoie pas. Il n'envoie pas. Donc, si en plus de l'identifiant, votre nom est différent, il n'enverra pas le bulletin. OK. Voilà. Donc, à ce niveau-là, voilà. Je peux vous Maintenant, rassurer. OK. C'est bon. Maintenant, et la première option, est-ce qu'il passe forcément par le coffre ou il envoie directement par email? Non, il n'envoie pas par email, il envoie directement dans le coffre. Dans le coffre. Oh, donc, les deux, en fait, se rejoignent. Les deux options, voilà. Le coffre, c'est ça. C'est depuis le coffre maintenant qu'il transfère. Mais en réalité, quand il transfère, ce n'est pas le bulletin qu'il envoie en pièce jointe. Hein. Il envoie la notification pour vous informer que votre bulletin a été déposé. Donc, pour avoir accès à votre bulletin, il faut aller vous connecter à votre coffre. Donc, ce n'est pas le bulletin qu'il envoie en pièce jointe. Donc, pour avoir accès à son bulletin, il faut rentrer ces informations, son mot de passe, pour avoir accès à mon bulletin. Voilà. Donc, il n'y a pas de mot de passe où, lorsque vous recevez la notification directement, vous avez accès au bulletin. Non, ce n'est pas comme ça. C'est dans le coffre que vous allez avoir accès à votre bulletin. Donc, ça aussi, c'est une sécurité. C'est-à-dire que je reçois une notification, mais je n'ai pas de fichier joint. Donc, personne ne peut passer derrière moi et puis regarder mon fichier joint. Tant qu'il ne se connecte pas à mon portail, il ne peut pas avoir accès à mon bulletin. S'il y a accès, c'est que c'est moi, je lui ai donné accès. Se connecter au portail aussi, il faut le mot de passe. Donc, OK. C'est ça. C'est voilà. Bon. OK, M. Koulibaly. Voilà, merci beaucoup. C'est ça. Je voulais dire, il faut faire la distinction. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, il faut faire la distinction entre, comment dirais-je, la distribution du mail et le coffre électronique. Normalement, au début, quand on acquiert ce module, le salarié lui-même, il doit activer son coffre. Il active son coffre avec ses données personnelles. Ça peut être son adresse email qu'il veut. OK. L'employeur, lui,
il dit, j'ai mis à disposition un outil d'envoi de bulletins par mail. Mais en réalité, c'est par coffre électronique. Donc, lui, il va associer à chaque salarié les coordonnées qui lui permettent de ne pas se tromper. Donc, ça peut être le numéro CNPS qui est identique, qui est unique, pardon. Ça peut être, il peut ajouter l'adresse professionnelle du salarié. Et lorsque l'employeur, lui, il fait ce qu'on appelle la distribution des bulletins, les bulletins vont pas partir directement comme un fichier joint dans un mail à quelqu'un pour qu'on se trompe pour envoyer dans le mail de quelqu'un d'autre. Non, non. Ça va venir sous forme de mail, de notification disant vous avez reçu dans votre coffre électronique tel document. Au salarié maintenant de se connecter sur son coffre électronique pour pouvoir avoir accès à ce document-là. Donc, l'erreur, en tout cas, vraiment quasiment inexistante. C'est ce que je voulais dire. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Sinon, M. Koulibaly, oui. Il serait aussi intéressant que, voilà, allez-y. Voilà, on avait prévu 1 heure du temps. Je pense qu'on a commencé à 10h15 pour attendre les retardateurs. Et il doit être 11h25. Donc, on a fait 1 heure 10 minutes. J'espère que la présentation vraiment vous a intéressé. Et nous sommes disposés à vous rencontrer individuellement pour vos préoccupations personnelles et, comment dirais-je, individuelles. Voilà. Nous allons devoir mettre fin à... J'allais dire, M. Koulibaly, mais combien ce bel outil va nous coûter? Parce que, bon, vous parlez au nom du commercial, j'imagine qu'in fine, c'est ça, hein? Oui, in fine, d'abord, c'est de vous montrer ce besoin et voir comment est-ce qu'on peut satisfaire ce besoin au cas où... Le besoin, il est là. Maintenant, c'est combien ça va nous coûter, là, c'est ça, hein? Effectivement, les produits de dématérialisation, comme M. Tambay l'a montré au départ, il y a plusieurs étapes. Si c'est juste l'envoi des bulletins, simplement, c'est 6 € par salarié par an. Donc, si je prends par exemple une entreprise qui a 100 salariés, ça fera 600 € l'année. Donc, 600 € l'année, bon, je pense que ça tourne autour de, sauf erreur de ma part, peut-être de 200 000, 300 000 l'année. Voilà. Si c'est 1000, ça fera 6 fois, ça fera 6 000 €. Donc, 6 000 € aussi. Voilà. Donc, et puis aussi, il faut ajouter qu'on n'est pas obligé d'envoyer, c'est-à-dire on n'est pas obligé de commencer avec tous les salariés de l'entreprise. On peut peut-être faire, par exemple, sur une, comment dirais-je là, on peut cibler une certaine catégorie de salariés à qui on va envoyer, et comment dirais-je même là, les bulletins et voir quand c'est bon, après on peut élargir sur tout le monde. Il y a des entreprises aussi dans lesquelles il y a des salariés qui ne peuvent pas recevoir parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique. Eux, on peut toujours remettre leur bulletin main à main. Donc, c'est au cas par cas qu'on pourra faire un devis pour chaque salarié et pardon, pour chaque entreprise. Donc, Madame Kouassi, vous pouvez vous rassurer. On pourra vous rentrer en contact avec vous pour vous faire une offre qui répond à vos besoins. Ah, j'ai confiance. Merci. D'accord. Donc, je disais merci à tout le monde, vraiment pour la qualité de l'écoute et puis le temps que vous nous avez accordé. Et comme on doit prendre, il y a d'autres choses à faire. Donc, vraiment, on vous remercie encore. Et je vous promets de vous contacter individuellement pour voir comment est-ce qu'on peut se rendre plus disponible pour entrer en profondeur dans tout ce qui concerne la partie commerciale de ce module. Je vous remercie. Monsieur Tambéli, vous pouvez mettre fin à la réunion. OK. Merci à tous, n'est-ce pas, pour votre présence, n'est-ce pas? Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour cette présentation. J'espère avoir, n'est-ce pas, donné l'essentiel en ce qui concerne le module SDRH. Et on va se dire à très bientôt. Merci. Bonne fin d'après-midi.